Depuis plus de 70 ans, d'importants acteurs ont fait basculer le conflit israélo-palestinien. Des personnalités historiques qui nous permettent de comprendre ce qui se joue aujourd'hui, de Jérusalem à Gaza en passant par Beyrouth. Guidé par Frédéric Ancel, géopolitologue chroniqueur à l'Express, et Corentin Pénard-Guéard, journaliste au Service Monde, on vous brosse 4 portraits majeurs du Proche-Orient. Épisode 3, Yasser Arafat et les accords d'Oslo. À la fin des années 80, la Norvège va être le théâtre de réunions très secrètes. Depuis le soulèvement palestinien, la première intifada en 1987, les tensions sont au plus fort entre Israéliens et Palestiniens et les discussions restent au point mort. Le premier ministre israélien, Yitzhak Rabin, et le leader palestinien, Yasser Arafat, cherchent à mettre fin à cette crise. Ils négocient alors à l'abri des regards dans ce pays du nord de l'Europe considéré comme neutre. Quelques mois plus tard, nous sommes de retour à la Maison-Blanche. C'est désormais Bill Clinton qui est président des États-Unis, et cette fois-ci, ce n'est pas une accolade, mais une poignée de main devant la résidence présidentielle qui va faire le tour du monde. Le 13 septembre 1993, Yitzhak Rabin et Yasser Arafat signent un nouveau texte déterminant, les accords d'Oslo. Une image impensable, il y a encore quelques semaines seulement, la poignée de main entre les deux ennemis irréductibles d'hier. À nouveau, ce moment historique est salué par la communauté internationale et en 1994, Yasser Arafat, Yitzhak Rabin et Shimon Peres, le ministre des Affaires étrangères israélien, reçoivent le prix Nobel de la paix. Mais malgré les efforts de Yasser Arafat, le compromis sera vite mis en difficulté et ne jouera jamais en faveur des Palestiniens. Ce 3e épisode consacré aux futurs dirigeants de l'autorité palestinienne ne commence pas en Palestine, mais en Égypte. C'est là que naît Yasser Arafat en 1929. Écoutez le géopolitologue Frédéric Ancel. Il fait partie d'une famille majoritairement palestinienne. Alors évidemment, à l'époque, il n'y a pas encore d'évocation d'un État de Palestine, mais une partie de sa famille vient de Jérusalem, notamment, pour être très précis. Lui vit donc en Égypte. C'est un élève qui est bon, qui est même relativement brillant. Il va faire des études d'ingénierie et il passera donc une grande partie de son enfance, de son adolescence en Égypte, mais en gardant toujours à l'esprit qu'une grande partie de sa famille vient de ailleurs, et en l'occurrence de Palestine. Il construit même son personnage autour de cet héritage palestinien. Yasser Arafat dira par exemple être né à Jérusalem. Alors Yasser Arafat va incarner littéralement la cause palestinienne, y compris d'un point de vue scénographique. D'abord, il arbore et il arborera jusqu'à sa mort son fameux kéfier, qui devient l'un des symboles de la cause palestinienne, qui est en fait un habit bédouin à l'origine, pour lutter contre les vents de sable. Et il arbore systématiquement, en toutes circonstances, y compris diplomatiques, de façon à ce que le repli de son kéfier forme la carte de la Palestine. Alors de la grande Palestine, une espèce de grand losange comme ça. Alors ça, c'est intéressant quand même. Alors, il a tenu des discours antisémites, Yasser Arafat, mais finalement pas tant que ça. C'est quelqu'un qui est relativement, je dis bien relativement pragmatique. Il n'a jamais dit que les Juifs devaient tous quitter de gré ou de force la Palestine. D'autres l'ont dit au sein de l'OLP. Alors on verra ce que c'est que l'OLP, mais les islamistes, alors eux, sont violemment antisémites et les frères musulmans souhaitent évidemment l'éradication de gré ou de force des Juifs. Mais Arafat, lui, il est plus prudent. Il est antisioniste parce qu'il pense que le peuple juif n'existe pas, qu'il y a une religion juive, et que des juifs peuvent bien vivre, comme d'ailleurs certains ont vécu depuis plus de 2000 ans, en Palestine, mais il faut que la Palestine reste dans le monde arabe et que ce soit des Palestiniens qui dirigent qui possèdent toutes les prérogatives d'un futur éventuel État palestinien. Yasser Arafat observe la rébellion des Palestiniens contre les Britanniques, puis à la suite de la création de l'État d'Israël en 1948, il assiste à l'exode de centaines de milliers de Palestiniens, la Nakba. Très marqué, il décide de lire les textes de penseurs sionistes alors qu'il s'engage en politique. Il ne sera jamais islamiste, Yasser Arafat, mais enfin, c'est quand même quelqu'un qui va plutôt s'engager dans des milieux conservateurs. Il s'engage en politique, alors aux côtés des frères musulmans, mais en même temps, c'est quelqu'un qui souhaite un mouvement réellement indépendantiste de type nationaliste. Donc il est très attaché à l'idée d'une nation palestinienne, et donc il va fréquenter un certain nombre de cercles indépendantistes. Il va d'ailleurs être appréhendé, il fait le coup de poing dans la rue,
va se retrouver en tôle à plusieurs reprises comme agitateur palestinien. Et ce n'est réellement qu'à partir de 1964 qu'il prend une véritable ampleur, qu'il prend une dimension politique considérable avec, au Caire, sous l'égide de Nasser, la création de l'OLP, l'Organisation de libération de la Palestine, que, contrairement à ce que beaucoup de gens pensent aujourd'hui d'ailleurs, il ne va pas diriger tout de suite, mais il en est déjà un cadre éminent à ce moment-là, et lui va faire partie de, puis diriger le Fatah, et qui sera vraiment l'ossature principale de l'OLP, de la même manière que pour, par exemple, le mouvement sioniste, les travaillistes seront pendant des décennies l'ossature politique et institutionnelle de l'État d'Israël, eh bien le Fatah va fournir le pilier principal de l'OLP, et d'ailleurs jusque y compris aujourd'hui, parce que l'autorité palestinienne, fondée en 1994 dans la foulée des accords d'Oslo, issue de l'OLP, cette autorité aujourd'hui est elle-même issue du Fatah. Et d'ailleurs, le président de l'autorité palestinienne, Mahmoud Abbas, est bien évidemment un membre historique du Fatah. La création de l'OLP en 1964 s'accompagne d'une charte qui définit les objectifs palestiniens. L'appartenance au monde arabe, la libération de la Palestine, l'autodétermination et le droit des Palestiniens à la souveraineté sur leur patrie. Attention! Là, il y a une injonction contradictoire. Pourquoi ? Parce que lorsque l'OLP édicte sa charte, donc en 1964, et la publie et l'exprime ouvertement, et tient son tout premier congrès, cette OLP demande donc à ce que la Palestine soit libérée. Alors, c'est bien évidemment la Galilée, c'est le Negev, c'est Tel Aviv, c'est Jérusalem-Ouest. Oui, mais pas Gaza et pas la Cisjordanie. Vous imaginez quand même pas les Palestiniens, les indépendantistes palestiniens, dire à l'État arabe qui les héberge, l'Égypte, dégagez de Gaza, c'est à nous. Vous ne croyez quand même pas que les indépendantistes palestiniens vont dire à la Jordanie, écoutez, vous dégagez de la Cisjordanie, parce que franchement, vous l'avez croqué et annexé de 48 à 51, maintenant vous nous la rendez, parce que vous l'avez arraché des mains d'Israël, c'est très bien, mais c'est quand même à nous. C'est pas possible, c'est pas imaginable. Donc l'espèce de faux paradoxe hallucinant. Et le suivant, l'OLP, donc l'indépendantisme palestinien en 1948, réclame la partie finalement la moins intéressante et la moins peuplée de ce qu'était la Palestine au début du XXe siècle, sous prétexte que la partie la plus peuplée et la plus riche spirituellement, avec Al-Quds, Jérusalem-Est évidemment, dont l'esplanade des mosquées, appartient à un pays arabe. Yasser Arafat est finalement élu en 1969 à la tête de l'Organisation de libération de la Palestine. Une position très difficile à tenir. Il est obligé de tenir compte, et jusqu'à la fin de sa vie, ça sera sa grande plaie à Arafat, il doit tenir compte des grandes tendances qui constituent l'OLP. Il y a 7 branches, vous m'entendez bien, 7 branches, dont 4 officiellement marxistes, qui se font la guerre dans des camps de réfugiés, notamment au Liban, à la fin des années 60 et surtout dans les années 70, dans les années 80, mais avec mort d'homme. Donc, au sein de l'OLP, vous avez des tendances très antagonistes d'une part, d'autre part, beaucoup de leaders, alors aujourd'hui ça dit plus grand-chose, mais Abache, Awatmeh, des gens comme ça qui veulent la place, être calife à la place du calife, et qui contestent le fait que Arafat soit au pouvoir pratiquement sans discontinuer. C'est pas tout. Vous avez pour Arafat la nécessité d'être soutenu par des États arabes, alors successivement par la Syrie, par l'Irak, par l'Égypte, et en fait, l'OLP et Arafat vont être instrumentalisés en permanence par des États arabes qui eux-mêmes sont très souvent antagonistes. Il réussira, malgré toutes les vicissitudes, à rester le leader de l'OLP et par conséquent à incarner finalement, pratiquement à lui tout seul, la cause palestinienne. Il est désormais l'interlocuteur privilégié sur la question palestinienne. En 1974, Yasser Arafat est même à la tribune de l'ONU à New York. Il réaffirme sa demande d'un État palestinien. Malgré cette influence, la situation des Palestiniens n'évolue pas, ce qui conduit à la première intifada en décembre 1987. Depuis 20 ans, les soldats israéliens occupent ces territoires et la jeunesse palestinienne se révolte. Et les Palestiniens, essentiellement les jeunes Palestiniens, y compris des gamins, prennent ce qu'ils ont à l'époque, c'est pas Gaza d'aujourd'hui avec le Hamas, ils prennent des cailloux, des lance-pierres, des bâtons, parfois des cocktails Molotov, et ils les balancent sur les soldats israéliens qui donc occupent Gaza et la Cisjordanie, mais plus particulièrement Gaza. Et cette première intifada, Arafat, il n'y a pas cru. Arafat est dans une posture saladinesque
Je veux dire par là que c'est quelqu'un qui, comme souvent dans le monde arabe et parmi les leaders du monde arabe, souhaite remporter une véritable victoire face à un ennemi, j'allais dire à la loyale, sur le champ de bataille, avec sur de beaux destroyers façon Saladin, sauf que là, c'est plus des destroyers, ce sont des chars, mais pas grâce à des femmes et des enfants. Il n'y croyait pas, il ne voulait pas de cette intifada, parce qu'il pensait, et il a eu tort, que ça marcherait pas, qu'au bout de quelques semaines, elle serait d'abord écrasée par Israël, facilement, et que les Palestiniens, finalement, retourneraient au travail comme chaque jour et arrêteraient de lancer des cailloux, ce qui, du coup, flétrirait la cause palestinienne, et le monde entier dirait, finalement, ces gens-là, si leur révolte ne dure que 2 semaines ou 3 semaines, c'est pas des gens très sérieux, c'est inutile de leur donner un État. Il avait très peur de ça. Et le bulletin de l'intifada, qui va à partir de fin janvier 88, donc quand même un mois après, plus d'un mois, 1 mois et demi après le début de la révolte, avoir cours, et ça va être vraiment, là pour le coup, un bulletin très fondateur, qui va lier les Palestiniens entre eux, et il prend le train en marche. Et à partir de là, il va faire à croire que l'intifada avait été prévue de longue date, par lui-même, tant qu'à faire. Quelques mois plus tard, l'OLP et Yasser Arafat à sa tête proclament depuis Alger un État palestinien et Arafat est élu président de ce nouvel État. La charte de l'organisation est également amendée et reconnaît le droit d'Israël à vivre en paix et en sécurité et assure renoncer totalement au terrorisme. Des déclarations qui ne seront pas acceptées par Israël. Et à partir de là, de cette proclamation, il ira de victoire diplomatique en victoire diplomatique. Là, les Américains, je rappelle que c'est le président Ronald Reagan qui le fait, acceptent d'ouvrir pour la première fois, bien sûr, dans l'histoire, un canal diplomatique avec l'OLP, aux grandes dames d'Yitzhak Shamir, successeur de Begin, qui donc est un Premier ministre très nationaliste, qui est au pouvoir à l'époque en Israël. Bon, donc ça c'est une victoire absolument considérable pour l'OLP. La deuxième victoire, c'est que dorénavant, l'ensemble du monde arabe accepte l'OLP comme seul et unique représentant du peuple palestinien. C'était pas évident. Des discussions qui permettent la signature en 1993 des accords d'Oslo. L'événement est perçu positivement par les régimes modérés du monde arabe, la Jordanie, l'Égypte ou encore le Maroc, beaucoup moins par la Syrie ou l'Algérie et encore moins dans le propre camp de Yasser Arafat. Au sein de l'OLP, ils ne suivent absolument pas les accords d'Oslo, ils lui désobéissent d'ailleurs, ils continuent à perpétrer des actes de terrorisme en Israël, alors qu'a priori Arafat non seulement ne les pilote plus, mais les condamne de plus en plus souvent. Traitant le Hamas, c'est intéressant, de groupe terroriste, je dis bien Yasser Arafat, alias Abou Ammar, de son nom de guerre, traite le Hamas de terroriste, et pour cause. Dans les années d'Oslo, là où ça avance, le Hamas pose des bombes dans les rues civiles en Israël, perpètre des massacres, et ça va contribuer à mener le Likoud au pouvoir et à faire chuter Shimon Peres. Donc de ce point de vue-là, enfin, il est très menacé par ces gens-là. Et du point de vue donc des régimes, oui, vous avez, c'est toujours pareil, un clivage entre les modérés qui globalement soutiennent ces efforts et les durs qui considèrent qu'il est trop faible et trop mou. Yasser Arafat s'installe tout de même à Gaza en 1994 et est élu président de l'autorité palestinienne 2 ans plus tard. On se retrouve avec une phase difficile, c'est-à-dire que là on va vraiment aborder les choses qui fâchent, Jérusalem, les réfugiés, les frontières et la sécurité et les implantations. Ah oui, mais pendant les 2 premières années, on avait discuté sécurité locale, des problèmes techniques, logistiques, le reversement des droits de douane, enfin bref, c'était pas tellement de l'identitaire. Là, on touche au dur. Et puis la deuxième raison, c'est l'assassinat d'Yitzhak Rabin, qui consterne littéralement Arafat. Le Premier ministre israélien Yitzhak Rabin a été assassiné ce soir à Tel Aviv. Yitzhak Rabin s'apprêtait à quitter une importante manifestation de soutien au processus de paix lorsqu'il a été atteint de 3 balles tirées par une arme automatique. L'auteur des coups de feu a été aussitôt arrêté. Il s'agit d'un jeune Israélien de 23 ans qui appartiendrait à un groupe d'extrême droite. Non pas qu'Arafat aimait Rabin, mais on ne lui demandait pas, c'est pas le problème. On fait jamais la paix avec son ami. Bon, donc on l'a fait avec son ennemi. Et Rabin n'aimait pas non plus Arafat. C'est pas le problème. Le problème, c'est que là, Arafat se retrouve devant une difficulté, enfin, je veux dire, une menace très grave et qui d'ailleurs, malheureusement, va prévaloir. C'est la défaite quelques mois plus tard du successeur de Rabin par intérim, à savoir Shimon Peres, au profit du Likoud de Benyamin Netanyahou. Nous sommes pourtant
seulement en fin mai 1996, le 29 mai exactement. Et Arafat se retrouve orphelin d'un interlocuteur. Alors bien sûr, Netanyahou va discuter avec lui, sauf qu'évidemment, les termes de l'échange seront radicalement différents et de manière définitive. Dès lors, le processus de paix stagne jusqu'à l'an 2000. Au mois de juillet 2000, le président Clinton, sur la fin, c'est la fin de son deuxième et dernier mandat, il convoque le premier ministre israélien, qui est un travailliste, ancien chef d'état-major, qui est Barak, moins colombe que Shimon Peres, mais qui est quand même travailliste. Bon, donc il y a une fenêtre d'opportunité, puisqu'il a battu le Likoud, et donc il convoque Arafat. Et pendant presque 3 semaines, mi-juillet 2000, on va discuter. Et là, il se passe il y a un véritable tournant qui est, à mon avis, malheureux comme tournant. Barak propose d'aller assez loin. Objectivement, les observateurs ont tous reconnu, même du côté arabe, que Barak était prêt à aller très loin, peut-être même plus loin que ce que Rabin et Peres, pendant les accords d'Oslo, voulaient bien donner à un futur État palestinien, mais à une condition, c'est que une fois que le sommet est achevé, est terminé, on ne discute plus de rien. C'est-à-dire qu'on signe la paix rapidement. Arafat, lui, considère qu'il est tombé dans un piège. C'est-à-dire que le rapport de force ne lui est pas favorable. Pourquoi ? Parce que Clinton suit quand même assez inconditionnellement les Israéliens, même s'il est favorable à un État palestinien. Et Arafat, lui, il n'est pas soutenu par l'ensemble du monde arabo-musulman. Et les exigences d'un certain nombre d'États musulmans, notamment sur la question de Jérusalem, poussent Arafat à la prudence. Et il dit à ses interlocuteurs, moi, dans 15 jours, dans 3 semaines, je ne peux pas revenir au Proche-Orient en disant « j'ai signé un accord de paix qui ne verrait pas, par exemple, une partie de Jérusalem me revenir ». Ce n'est pas possible, je vais me faire assassiner. Et donc ça se passe mal parce qu'il prend finalement ses valises et il s'en va. Les négociations de Camp David II n'aboutiront donc jamais et un nouvel événement va mettre le feu aux poudres. La voiture blindée d'Ariel Sharon arrive au bas de l'esplanade. La querelle va tourner à la tragédie. Ariel Sharon, chef du Likoud, la droite israélienne, l'homme de l'invasion du Liban, des massacres de Sabra et Shatila, l'un des hommes les plus détestés dans le monde arabe. Sharon repart sous les cris de députés arabes israéliens qui hurlent que la mosquée y est palestinienne. En face, des supporters du général scandent « Libérons le mont du Temple ». Le lendemain, vendredi 29 septembre, une explosion de haine éclate sur l'esplanade. La police intervient, 6 Palestiniens sont tués, les premiers d'une longue série. L'incendie s'étend dans les territoires palestiniens. En quelques jours, les émeutes tournent à un début de guerre totale qui menace aujourd'hui tout l'équilibre du Proche-Orient. Yasser Arafat décide alors de changer de méthode. Ce qui est sûr, c'est qu'à partir de là, Yasser Arafat va prendre l'écrasante responsabilité de laisser ses proches et ses lieutenants qui étaient favorables à un retour au rapport de force, puisque manifestement, diplomatiquement, ça ne marchait pas, un rapport de force brut, guerrier, et il va l'assumer. Et c'est lui qui co-organise, on va dire ça comme ça, la deuxième intifada, sauf que par rapport à la première, elle va être armée. Et là intervient un personnage qui est encore vivant au moment où l'on parle, Mahmoud Abbas, donc le successeur d'Arafat à la tête de l'OLP. Il lui dit « Nous allons perdre militairement cette intifada, parce qu'elle va être armée, et moralement, les gains que nous avons obtenus ces dernières années, parce qu'on était très faibles, parce que des femmes et des enfants protestaient et jetaient des pierres, là, on va voir des civils israéliens tomber aussi sous nos balles. Et finalement, on va être ramené sur un même piédestal, donc il ne faut pas militariser cette intifada, mais Arafat ne va pas écouter Mahmoud Abbas, et il va militariser cette intifada. En 14 mois d'intifada, c'est la société palestinienne elle-même qui s'est décomposée. Absence de perspective de paix, bouclage israélien, étouffement économique, corruption et surtout un désespoir profond. L'intifada est une catastrophe. Mahmoud Abbas avait raison. Sharon, donc la droite dure, revient au pouvoir après l'échec de Barak. Il est élu début février 2001, Sharon. Et là, la répression va être très dure. Alors, l'intifada va durer environ 5 ans. Elle va faire côté israélien environ 1200 victimes, pour la majorité des civils. Elle va faire côté palestinien plus de 6000 victimes. Là aussi, pour la grande majorité des civils. Et ça va rien donner du tout. Je veux dire sur le plan politique. Parce qu'après, il faudra attendre 2007 pour qu'il y ait le début d'un réenclenchement de processus de paix à Annapolis, aux États-Unis, mais ça n'aboutira pas. Et ensuite, de 2007 à nos jours, eh bien, je vais vous dire franchement, il n'y a aucun sérieux processus de paix. Yasser Arafat ne verra pas la fin de la seconde intifada. Il vit reclus à Ramallah, en Cisjordanie.
Il a désormais plus de 70 ans et est très malade. Il est alors exfiltré en France pour être soigné. Israël accepte d'ailleurs de le laisser partir. Yasser Arafat meurt en région parisienne le 11 novembre 2004. Et là, court, comme souvent dans la région, beaucoup de bruit sur son empoisonnement, réel ou supposé. Il aura quand même réussi à être l'étendard de la cause palestinienne, ce qui était franchement difficile, ce qui n'était pas gagné dans les années 70, 80, 90. Alors, que s'est-il passé après la mort de Yasser Arafat ? Pour répondre, je retrouve Corentin Pénarguer, journaliste au service Monde de l'Express. Bonjour Corentin. Bonjour. À la disparition du président de la Palestine en 2004, qui lui succède ? Alors en fait, Mahmoud Abbas est élu en 2005, mais en réalité, en coulisses, une guerre de succession éclate assez vite au sein du mouvement palestinien, avec l'essor du Hamas, qui est très puissant dans la bande de Gaza déjà à l'époque, et qui commence à contester le pouvoir de l'OLP, donc du Fatah. En fait, pour résumer, les accords d'Oslo stagnent depuis des années, les Palestiniens voient que leurs droits régressent, et si Abbas reste président de l'autorité palestinienne, il n'a pas du tout la même aura, pas du tout le même charisme qu'Arafat. Et pour les Palestiniens, tout va changer à partir de 2006. Pourquoi ? Que se passe-t-il en 2006 ? Tu as des élections dans la bande de Gaza et le Hamas l'emporte. Donc le Hamas forme un gouvernement, il nomme Ismaël Haniyeh Premier ministre. Petite précision, c'est lui qui a été tué à Téhéran en juillet dernier. Et le Hamas promet alors de défendre la cause palestinienne avec d'autres méthodes, la violence, le terrorisme, tout ce qui aboutit au 7 octobre. Si on essaye de se projeter un peu, Corentin, est-ce que ça veut dire que c'est désormais le Hamas qui représente politiquement les Palestiniens ? Alors non, pas tout à fait, parce que Abbas reste le président de l'autorité palestinienne, mais celle-ci, elle est très affaiblie, elle est complètement décrédibilisée et très impopulaire. Mais le Hamas compte toujours, et même s'il a perdu des milliers d'hommes pendant cette guerre, il reste une idée très puissante chez les Palestiniens. Donc en fait, qu'on le veuille ou non, il faudra composer avec le Hamas pour le futur politique de la Palestine, sous une forme ou sous une autre. Après, peut-être qu'un jour, on aura un représentant palestinien qui, comme Arafat, pourra incarner tout un peuple et arrêter les luttes internes. Mais pour l'instant, ce n'est pas du tout le cas. Yasser Arafat reste donc aujourd'hui encore le père de la cause palestinienne. Merci Corentin pour tes explications. Merci. Merci également à Frédéric Ancel. On vous retrouve tous les deux dans le dernier épisode de cette série de portraits. Il sera question d'une famille encore très influente aujourd'hui, les Assad. Chers auditeurs, pour écouter ce dernier épisode, ça ne change pas. Rendez-vous demain matin sur toutes les plateformes d'écoute de podcast ou sur le site de l'Express. Et si vous avez envie de nous écrire pour parler de cette série, par exemple, je vous donne l'adresse laloupe@l'express.fr. Cette série a été réalisée par Jules Cros avec Solène Alifa.